Allez, on est parti pour le dernier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, petit programme, mais tout de même plutôt très intéressant. On va commencer aujourd'hui avec le bon plan classique, l'Epic Game Store qui nous offre des jeux, on adore, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ensuite, on parlera de piratage, un piratage qui est quand même assez important et assez problématique, qui concerne des disques durs en réseau Western Digital et pour le coup ça fait très très mal ce genre de piratage. On parlera ensuite d'Apple qui fait la chasse aux fuites et voilà, ils ont décidé d'aller quand même un peu loin, ils se sont armés d'une équipe d'avocats et, euh, et voilà, ça fout des coups de pression un peu à tous les gens toutes les personnes qui auraient pu lâcher des informations avant les annonces officielles d'Apple, ils ont l'air un peu remontés. Ensuite, on aura un petit passage sur Windows 11. On a fait vite fait hier les retours sur la conférence de Microsoft avec ce Windows 11 qui n'est pas vraiment un nouveau système d'exploitation, en plus une mise à jour de l'ancien. En vrai, ils auraient pu maintenir un Windows 10 et juste dire qu'il y avait une grosse mise à jour, ça aurait pu passer. Ils ont choisi de changer de nom, voilà, on a expliqué un peu hier. Et là, aujourd'hui, on va voir quelques petits trucs qui peuvent coincer un petit peu sur ce Windows 11 qui a été annoncé en grande pompe hier. Je sais pas méga convaincu pour l'instant, il faut voir, on est que sur le début, on n'est pas encore sur une version pour tout le monde, on est sur des pré-versions, donc alpha, bêta, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, tout le monde n'y a pas encore accès. Et il y a déjà quelques problèmes. On fera un petit passage par des boîtiers. On a des boîtiers intéressants aujourd'hui, des boîtiers dont on a le prix avec des conceptions un peu atypiques, mais avec aussi quelques défauts. Malheureusement, on ne peut pas avoir que du beau, mais un peu atypique et ça fait plaisir. Une petite promo sur un SSD NVMe PCI Express 3.0 avec des super bons débits et un prix correct pour un SSD de 500 Go chez Seagate. Non, pas du tout. Western Digital. Western Digital. Et on a une information d'un piratage et une promo chez Western Digital, hein. Il faut tout pour faire un monde. On parlera aussi rapidement d'écran avec un petit retour sur un des écrans qu'on a présenté hier, ces fameux écrans Design for Xbox. Et on va parler aujourd'hui plus particulièrement du Asus. On a vu hier, on nous en a présenté trois, le Philips qu'on avait vu la veille, le Asus qu'on avait vu aussi il y a pas mal de temps. Et on apprend qu'il y a quand même une version différente pour ce Asus Design for Xbox. Donc assez intéressant. On aura un petit passage FSR aussi avec visiblement Microsoft qui a décidé voilà, de passer la seconde sur le FSR pour les Xbox en ajoutant dans le Development Kit pour Xbox la technologie du FSR pour qu'il soit intégré euh, dans les futurs jeux Xbox. Et ça fait très envie parce que effectivement les consoles vont pouvoir bénéficier de cette technologie et permettre d'avoir, pourquoi pas, aller chercher du 120 images par seconde stable, ce qui nous régalerait, hein, clairement. On finira avec, comme d'habitude, les cartes graphiques, les stocks, les prix. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a eu un moment, aujourd'hui, une 3080 à un prix. Alors, on n'est pas encore sur du correct, mais moins indécent que d'habitude et honnêtement plus bas que les 3080 qu'on a vu ces derniers temps. Encore une fois, ça nous montre hein, que ça descend petit à petit, tout doucement, ça prend son temps, mais ça descend et c'est déjà pas mal vu qu'on a quand même eu plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quasiment des années, non peut-être pas des années, mais plusieurs mois de hausse soutenue, hein. La tendance est inversée, mais ça se fait doucement, petit à petit, et ça du coup, eh ben, il faudra attendre pour, pour acheter des cartes graphiques à un prix correct quand même quelques temps.
je ne répondrai pas à ce genre de message et hop, petit instant ban pour ce genre de message qui n'a rien à faire sur un chat Twitch. Je ne me fais pas avoir, je sais lire le français, désolé pour toi. Et, et du coup, oh, ça ne disparaît même pas, quelle horreur. Si je fais ça... Oh, mais ça ne disparaît toujours pas. Quel malheur, pourquoi ça ne disparaît pas? Oh, merci d'avoir ruiné le début de mon stream et de ma VOD. Voilà, c'est enfin disparu. Ce genre de message qui n'a rien à faire sur un chat Twitch. S'il vous plaît, soyez respectueux. C'est le minimum des choses. Nous, streamers, sommes aussi des humains et ressentons aussi des choses. Donc, voilà, un pauvre représentant des JL. Pourtant, les JL sont connus pour être une meilleure communauté que ça. Dommage, dommage pour toi. Et on peut commencer tout de suite après ces enfantillages sur mon chat. On commence avec les bons plans, l'Epic Game Store qui nous offre comme régulièrement des jeux. Cette semaine, nous avons le droit à 2 titres offerts sur la plateforme d'Epic. Nous avons premièrement Sonic Mania. Vous voyez, hein, on part un peu en arrière, on passe un peu sur du jeu rétro et ça fera plaisir à certains d'entre vous. J'avoue que moi, Sonic, ça me parle, hein, c'est mon enfance tout de même, donc plutôt sympa. Après, effectivement, on n'est pas au même stade de graphisme que les derniers jeux sortis, mais ça fera plaisir et c'est gratuit, et ça c'est le principal, donc allez vite récupérer ce Sonic et allez galérer sur ce jeu. Sonic, souvent des jeux pas simples. Deuxième jeu offert, Horizon, alors j'ai oublié le nom, non il est là, Horizon Chase Turbo, donc rien à voir avec le dernier Horizon qui a été annoncé lors de l'E3, on est clairement sur une version rétro avec un peu un style de course arcade des années 80-90. C'est marrant, c'est fun, c'est gratuit, surtout c'est gratuit, donc voilà, hein, si vous aimez les jeux de voiture un peu rétro, ça peut être fait pour vous, encore une fois c'est gratuit, donc ne vous privez pas, ajoutez-le à votre bibliothèque, vous verrez plus tard si vous avez envie d'y jouer ou pas, mais ne vous privez pas, surtout que c'est gratuit seulement pendant une durée, en général c'est une semaine, donc ne traînez pas, évitez de louper ce genre d'occasion, on a quand même pas tout le temps des jeux gratuits, et c'est toujours sympa de rendre plus accessible le jeu vidéo. Après les bons plans, les mauvais plans, un gros piratage et quelque chose qui pose quand même beaucoup de problèmes. On va parler de Western Digital et plus particulièrement de MyBook Live qui est un NAS, donc un disque dur en réseau qui vous permet de stocker vos données sans avoir à relier directement par un câble le disque dur à votre machine, ce qui est quand même très agréable et très pratique. Le problème ici, c'est qu'il y a eu un piratage qui a effacé, donc les pirates ont effacé les données de plusieurs MyBook Live. Et ça c'est un peu un drame tout de même. On est sur voilà, quelque chose qui en général est utilisé pour sauvegarder des données et les mettre à l'abri. Et du coup, bah, effectivement, si quelqu'un pirate l'appareil et le réinitialise à distance, vous perdez toutes vos données. Et là, c'est le drame. Pour récupérer des données perdues, c'est la guerre. Hein. C'est vraiment très compliqué et il n'y a aucune garantie de récupérer l'intégralité des données, voire de récupérer quelques données que ce soit. Ça peut être délicat. Des personnes ont été touchées, hein. Des personnes se sont plaintes d'avoir perdu leurs données. Western Digital a communiqué assez rapidement en demandant à ses clients de débrancher, déconnecter du réseau leur appareil pour être sûr que personne n'y accède à distance et efface les données à distance. On est quand même sur une sale histoire ici. Et effectivement, les gens qui l'utilisaient pour faire de la sauvegarde de données, un peu déçus forcément. On n'a pas encore toutes les réponses sur cette histoire. Et ça, c'est aussi un peu dommage. On aurait aimé que Western Digital communique vite
sur ce qui s'est passé et pourquoi pas comment résoudre le problème. Ils ont juste, ils ont juste demandé aux gens de déconnecter leur NAS quand même. Donc c'est un peu, voilà, on n'est pas du tout sur une vraie solution. On est sur, on sait pas ce qui s'est, on sait pas vraiment ce qui s'est passé et le seul moyen qu'on a trouvé pour ne pas avoir de problème, c'est de ne pas faire fonctionner le matériel. Donc là, c'est grave. Si vous avez ce genre de matériel, faites ce que dit Western Digital, c'est-à-dire déconnectez-le d'Internet. Vous serez sûr que personne n'y accédera à distance pour supprimer les données. Mais on est quand même sur un vrai gros problème ici. Franchement, c'est quand même des appareils qui en général servent à faire de la sauvegarde, voire de la double sauvegarde, et, euh, et souvent qui abritent des données un peu importantes et sensibles. Donc, euh, donc voilà, une vraie grosse faille de sécurité sur cet appareil. Et honnêtement, pas trop de communication rassurante de la part de Western Digital, hein, qui, encore une fois, nous dit juste de le déconnecter. Euh, on verra par la suite ce qui se passe. Forcément, des gens ont perdu des données et parfois des données qui sont irremplaçables. On ne sait pas trop comment ils vont pouvoir se relever de ça. Ça va faire quand même de la sacrée mauvaise pub et c'est bien normal, hein, parce que ce n'est pas censé arriver. Ça montre quand même qu'il y a des failles de sécurité dans leur système et qu'il faut corriger tout ça. Espérons que ça soit vite corrigé et qu'on aura vite une communication de Western Digital nous expliquant qu'il y a une mise à jour et que grâce à cette mise à jour, vous êtes enfin en sécurité et plus personne ne peut accéder à distance à votre appareil sans votre consentement. Il faut vite agir. Là, il faut vite agir parce qu'on est quand même sur un vrai gros problème, sur un appareil qui est destiné à tout le monde, au grand public. Et voilà, le grand public ne se tient pas forcément informé tout le temps de l'actualité des piratages, hein, clairement. Donc ça peut poser des problèmes. Et le pire, c'est quand même de s'en rendre compte quand il n'y a plus rien à l'intérieur et que là, on fait ah bah mince, j'avais quand même plein de données dessus. Où c'est parti tout ça? Et bah, ça a été supprimé. Voilà, hein, des gens se plaignent, hein. Euh, Voilà, ça c'est le communiqué de Western Digital, euh, qui n'est encore une fois pas rassurant et du coup les utilisateurs sont clairement en PLS ici et c'est tout à fait normal. J'espère qu'il y aura un petit geste de Western Digital quand même parce que là on est sur un vrai problème de sécurité, une vraie faille qui a du coup été exploitée et en plus exploitée d'une manière quand même assez bizarre. On connaît les techniques de piratage pour récupérer des données, pour crypter les données et demander une rançon, les rançons logicielles, les ransomware. Là, on est juste dans de la suppression de données, donc quel est l'intérêt pour le pirate? Visiblement, il n'y en a pas vraiment, à part montrer qu'il a réussi et qu'il a exploité les failles. Donc oui, oui, les utilisateurs sont tristes, à raison, et Western Digital est en faute. À eux de redresser la barre maintenant. Et il va falloir, et rapidement, parce que ça fait quand même sacrément mal. On continue avec Apple. Apple qui a décidé de faire la chasse aux leakers, les gens qui, du coup, annoncent des choses avant que ça soit officiellement annoncé par Apple. C'est pas la première fois que Apple fait la chasse aux leakers. La première fois, c'était plus un problème interne où du coup les employés d'Apple ont reçu des petits mémos un peu coup de pression pour dire les fuites, faut arrêter, ça pénalise l'entreprise et vu que vous faites partie de l'entreprise, vous n'avez pas à faire ça, vous pourrez être sanctionné si vous faites fuiter des informations avant les releases officielles. Mais là, ça va plus loin parce on part hors de l'interne à Apple, hors des employés d'Apple, et on va frapper un peu à toutes les portes qui ont, qui ont une fois lâché des infos avant la date.
et ça rigole zéro, hein. Armée d'avocats, les petits messages, petites lettres d'attaque juridique, c'est gros coup de pression. Plusieurs leakers bien connus ont reçu ces petites lettres de la part des avocats d'Apple. Et bah forcément, hein, Apple, grosse boîte, armée d'avocats, quand vous recevez ce genre de petits messages, vous n'êtes pas bien. Donc sur tout le monde, hein, là, tout le monde est briefé, tous les gens qui ont un lien avec Apple, ou pas d'ailleurs, euh, et qui ont un jour lâché des informations qu'ils ne devaient pas, ont reçu les petits messages d'alerte et petits coups de pression. C'est pas les seuls qui subissent des fuites d'informations. C'est devenu monnaie courante, hein, les fuites d'informations. Pourtant, c'est toujours très compliqué de tout garder sous le sceau du secret quand on travaille avec plein de gens, des sous-traitants et tout. Les chaînes d'information sont longues et les maillons sont nombreux. Donc, garder la main sur tous ces maillons, c'est pas toujours simple. Apple décide encore et toujours d'accentuer la pression pour garder la main sur tous ces maillons de la chaîne d'information et que rien ne fuite. À voir si ça marchera. C'est pas trop. Et au final, les leakers commencent à trouver un peu des alternatives un peu roublardes pour lâcher des infos sans dire que c'est des fuites. Voilà, au lieu de dire que c'est une fuite, on dit que c'est un rêve. Des petits trucs comme ça. Bientôt, il y aura des charades pour annoncer les leaks, j'espère. En tout cas, Apple fait encore et toujours la chasse aux informations qui sont lâchées avant les conférences d'Apple. On connaît Apple, ils aiment maîtriser leur communication, ça leur tient vraiment à cœur que rien ne soit révélé avant leur conférence et que du coup on garde le wow effect pour leur conférence. On verra s'ils y arrivent. En tout cas, ils mettent le paquet pour. Ils vont quand même chercher l'armée d'avocats et les petites lettres qui mettent la pression un peu à tout le monde. Plusieurs leakers les ont reçus et voilà, on dit qu'ils allaient du coup peut-être réfléchir à deux fois avant de poster des informations sur les réseaux sociaux. Tu m'étonnes, quand les, quand les avocats d'Apple débarqueront chez eux, ça sera trop tard. On continue avec Windows 11. Hier, on a eu la conférence de Microsoft avec la fameuse annonce de ce Windows 11. Ce Windows 11 qui est effectivement un nouveau système d'exploitation, mais qui aurait pu être une grosse mise à jour de Windows 10 en réalité. On a bien sûr une grosse refonte visuelle, mais pas que, on a quelques petits trucs en plus. On n'est pas non plus sur une révolution de Windows. D'un autre côté, les révolutions Windows, faut faire attention, hein, Windows est pour le grand public et voilà, on peut perdre des gens en chemin en faisant des mises à jour qui changent trop de choses. Il ne faut pas changer les habitudes des gens, ça peut être compliqué. Donc, on en a parlé rapidement hier, des nouveautés, de ce qui était ajouté. Aujourd'hui, on va revenir sur quelques points qui sont un peu moins de la bonne publicité pour Microsoft et ce Windows 11. D'abord, rien à voir avec de la bonne ou mauvaise publicité, on a la date, pas très précise, mais la date tout de même, qui est en octobre. J'ai perdu où c'était dit. Voilà, disponible cet automne. Cet automne, pas en octobre d'ailleurs. Cet automne. Et on nous dit, à prendre avec des pincettes, on nous dit que depuis Windows 10 et les versions antérieures, ça c'est très flou par contre les versions antérieures, donc jusqu'à quand on peut monter aux versions antérieures, je ne sais pas. Mais on nous explique que sous Windows 10 et les versions antérieures, on pourra faire une mise à jour gratuite pour passer à Windows 11 si, et seulement si, on remplit toutes les cases, on coche toutes les cases pour être compatible avec ce nouveau système d'exploitation, ce nouveau Windows. Et c'est là que on peut avoir des problèmes. Clairement, vous allez voir dans la suite. Déjà, petit point, parce que c'est vrai que j'aurais pas dû le mettre dans ce sens-là, mais pas grave. C'est vrai que hier, lors de la conférence que j'ai regardée, et honnêtement, je n'aurais peut-être pas dû parce que j'ai pas appris grand-chose,
on a eu plusieurs fois des des petites infos comme quoi ce serait mieux, ce serait plus rapide, ce serait plus fluide, tout ça, tout ça. Du coup, des gens ont testé, des gens qui ont eu le droit de mettre la main sur les fameuses préversions qui sont accessibles via le programme Insiders de, de Windows. Donc, en général, les devs, hein, les devs qui aiment bien avoir les versions avant pour du coup développer toutes leurs applications ou logiciels pour les futures mises à jour. Et en réalité, bah, pas vraiment de gain en termes de performance. On a là quelques petits bench avec du coup ici sur de la productivité. On a deux processeurs testés, des processeurs dernière génération et plutôt très puissants. Un Ryzen 7 5800X et un Core i7 11700. D'ailleurs 700, pas 11 7000. Hein. Là il y a un zéro de trop. Euh, Et on compare ici entre Windows 11 et Windows 10. Vous voyez qu'il y a voilà, un tout petit écart, vraiment Windows 11 est légèrement, très légèrement supérieur, mais pas de quoi être vraiment significatif en production et en jeu, pour du gaming. Voilà, on n'a même pas de différence. Ici, c'est testé du coup sur Watch Dogs Légion en 1080p Ultra Quality, donc les graphismes à fond. Et vous voyez qu'on n'a pas de différence, alors qu'on nous a quand même voilà, un peu rabâché pendant la conférence Microsoft que ce serait plus rapide et plus performant Windows 11 par rapport à Windows 10, sans jamais nous dire sur quoi ils se basaient pour dire que ce serait plus rapide et plus performant. Visiblement, ça ne l'est pas, ou alors ça ne l'est pas encore. Peut-être aussi que les préversions ne sont pas totalement au point et tout, mais sur ce qu'on a actuellement, non, on n'a pas vraiment de gain de performance avec cette nouvelle version de Windows. Clairement, ça c'était un peu de la com. En tout cas pour l'instant. Parce qu'on est encore sur des préversions. Et ensuite, les problèmes de compatibilité. Microsoft a très gentiment donné un outil pour savoir si notre machine est compatible. Cet outil s'appelle Windows 11 PC Health Check App. Donc voilà, hein, il vous permet de savoir si vous avez un PC compatible. Et vous pouvez avoir ce genre de message. Vous pouvez avoir ce genre de message qui vous dit que votre PC ne peut pas faire tourner Windows 11. Alors, on se dit que de toute façon, comme tout système d'exploitation, il y a des configs minimales pour pouvoir installer ce système d'exploitation. Ici, on a la config minimale, même si il y a encore des questions sur cette config minimale. Alors, il y a des trucs on est sûr, par exemple, au niveau du processeur, on demandera un processeur à 1 GHz avec minimum de cœur. Voilà, 4 Go de RAM minimum, 64 Go de stockage minimum. C'est pas non plus choquant jusque-là. Une carte graphique compatible DirectX 12 ou WDDM2. Quelque chose. Voilà. Un écran. Voilà. Un écran, ça va. Une connexion Internet. Connexion Internet. Obligé. Ça, c'est un peu étrange. Et aussi le TPM. Alors, le TPM, c'est un truc qui fait beaucoup parler en ce moment. Le TPM, c'est une histoire de cryptographie, de chiffrement de données, tout ça. Un truc qui n'est pas utilisé par tout le monde, qui est parfois présent sur les PC plutôt récents. Il faut que ce soit quand même plutôt récent. Et on nous dit le 2.0 alors que visiblement le 1.2 suffirait. Ça aussi, c'est un truc qui est un peu étrange. Pourquoi on serait obligé d'avoir cette puce de chiffrement? On ne sait pas trop. En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, en traînant un peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de gens qui testaient ce petit outil pour savoir si leur PC pourrait faire tourner Windows 11. Et certains avec des configs monstrueuses, du genre des configs à 5000 € avec du processeur dernière génération, du genre i7 ou i9, plus une 3080 ou une 3090, de quoi faire tourner à peu près n'importe quoi aujourd'hui.
Et visiblement, ça leur mettait que ce n'était pas compatible avec Windows 11. Alors là, il faut m'expliquer tout de même, si tu as une config à 2000 euros, à 5000 euros, ultra récente, donc moins d'un an, et qu'on te dit que Windows 11 ne sera pas compatible sur ton PC, ça pose des problèmes. Oui, 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 ça pose même beaucoup de problèmes. Donc il faut voir si c'est l'outil qui n'est pas encore au point, s'il y a des choses qui ne sont pas finalisées, ou si c'est juste des bugs ou des erreurs. On ne sait pas trop, mais ça fait beaucoup parler la compatibilité Windows 11 actuellement. Et pour d'autres raisons, et on va finir par ça, Microsoft qui effectivement fait Windows, mais pas que, fait aussi du matériel, des PC, notamment les Surface, alors déclinés dans plein de versions. Et visiblement, tous les matériels, tous les PC Microsoft ne sont pas compatibles avec Windows 11, et ça fait quand même très mal, surtout qu'on voit que la liste est pour le coup très courte. Regardez, voilà, on a juste ça, qui sont du coup Surface Book 3, 2, Surface Go 2, Surface Laptop 4, 3 et 2, et Laptop Go, et des Surface Pro 7 Plus, 7, 6 et X. Ce qu'on remarque surtout, c'est que on n'a pas, absolument pas, de matériel un peu ancien. Le plus vieux, c'est octobre 2018. Donc on est sur du moins de 3 ans. Et c'est le matériel le plus ancien qui prendra en charge Windows 11, sachant qu'on est quand même sur des PC qui sont faits par Microsoft. On n'est pas sur, sur quelqu'un d'autre qui fait des PC qui va derrière mettre un Windows. Là, on est quand même sur quelque chose qui est conçu par Microsoft. Et du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de se dire que beaucoup de matériel Microsoft passe à la trappe, et notamment du matériel très haut de gamme. Et ça, c'est encore plus compliqué de se dire que du matériel très haut de gamme ne sera pas compatible. On ne sait pas trop pourquoi c'est pas compatible. C'est aussi ça où il y a encore des points un peu obscurs. Mais notamment, voilà, Surface Studio, qui est du coup un PC all-in-one, donc tout est dans l'écran, qui coûte une blinde, soyons d'accord là-dessus. Ici, à partir de 4149 euros, cette Surface Studio 2 est pas compatible Windows 11. Alors, tout de même, qu'on se respecte un peu, quand on met plus de 4000 euros dans un PC, d'où on n'a pas la compatibilité avec le nouveau système d'exploitation, sachant qu'on est sur un PC Microsoft et qu'on est sur un système d'exploitation Microsoft. Juste à l'aide, il va falloir éclaircir tout ça, il va falloir faire une communication claire et précise de la part de Microsoft sur ces points-là, parce que croyez-moi, ce genre de PC est plus destiné à un monde pro, effectivement, surtout à 4000 euros le all-in-one. Mais quand on a investi dans ce genre de PC et qu'on apprend qu'on n'aura pas le droit à la mise à jour parce que pas de compatibilité, ça fait sacrément mal. Ils ont encore le temps de revenir sur la compatibilité. On sait que ça va sortir du coup cet automne. On est encore aux pré-versions et on peut encore faire des modifications. Mais la liste des surfaces compatibles a été donnée par Microsoft. Donc, c'est leur communication à eux. Et ici, elle est plutôt mauvaise. Et le choix de compatibilité est plutôt mauvais aussi. Encore une fois, quand on met 4000 euros dans un PC, peu importe la forme, que ce soit un PC portable, un PC fixe, un all-in-one, une tour, peu importe, on veut avoir une compatibilité étendue avec les futurs systèmes d'exploitation et tout ça pendant un vrai laps de temps prolongé, et surtout quand on met des sommes pareilles, c'est quand même assez catastrophique ici de voir que tout ne sera pas compatible, surtout dans les matériels Microsoft. Encore une fois, tout est fait par eux, le PC et le système d'exploitation. Donc s'il vous plaît, faites un effort. Il faut que ça soit compatible, sinon on va râler et on aura raison de râler. On passe au boîtier, deux boîtiers aujourd'hui, deux boîtiers pour le coup plutôt atypiques. On commence chez Silverstone avec le Alta F1, un boîtier qui est comme ça, d'extérieur plutôt sobre. Voilà, on a de l'aluminium, un extérieur en aluminium,
On a juste une légère bande de LED sur la façade, c'est le seul endroit qui est RGB du boîtier. On voit ici sur le haut l'aération, ici la connectique avec deux USB 3.0, un USB-C et une prise combo jack pour le son. Sur le côté, une fenêtre en verre trempé, on adore le verre trempé bien sûr. Et en fait, la particularité de ce boîtier, c'est la rotation à 90 degrés de la carte mère, ce qui nous donne du coup les entrées-sorties en haut. Comme vous voyez ici on a les équerres pour les cartes graphiques et ici on aura du coup les entrées-sorties de la carte mère avec du coup cette partie supérieure du boîtier séparée qui sera pour les connectiques. C'est un peu à la mode en ce moment, c'est un peu des trucs qu'on voit de plus en plus, mais ça reste atypique et en général on se pose des questions. Là on voit qu'on a quand même pas mal d'espace pour passer les connectiques et c'est plutôt bien. Après à voir quand vous montrez votre PC comment vous arrangez avec ça, mais moi je trouve pas ça bête. En vrai je trouve pas ça bête et encore une fois ça dépendra de où est placé votre boîtier. YoKit Cache. Deuxième point intéressant de ce boîtier, c'est que du coup, vu qu'on a une rotation à 90 degrés de la carte mère, on a de la place en bas pour mettre des ventilateurs. On peut mettre jusqu'à 3 ventilateurs de 140 qui sont fournis. Et ça, c'est cool. Vous voyez ici, on a déjà les 3 ventilateurs de 140. Ici, on aura le cache alimentation avec aussi un panier pour HDD et SSD. SSD SATA 2,5 pouces. Petit point atypique, deuxième petit point atypique, c'est que, voilà, on l'a ici ce panier, on nous dit que ce panier classique, on connaît les paniers où on a 2 emplacements avec à la base le format 3,5 où on peut aussi le rendre compatible avec du 2,5 pouces. Et là on nous explique qu'on pourra y mettre à la fois 2 disques 3,5 pouces et 2 disques 2,5 pouces sur ce panier. Donc 4 disques sur ce panier, ça me paraît assez incroyable. En plus de ça, on a le classique, les 2 platines derrière la carte mère pour encore ajouter toujours plus de disques. Donc c'est pas mal. En vrai, il y a de l'intérêt hein, dans ce boîtier, il est plutôt pas mal. Et aussi du coup, comme on a vu en bas, on peut mettre des ventilateurs, mais on peut aussi mettre un radiateur de water cooling de 360. Et aussi, en haut, même si à la base c'est l'espace pour les câbles et les connectiques, on peut quand même se caler des ventilateurs. Les ventilateurs peut-être pas très intéressants, mais un radiateur, et ça plus intéressant, un radiateur de water cooling en haut dans la partie qui est à la base réservée pour les câbles. Et vous avez bien sûr, comme d'habitude avec ces boîtiers avec la rotation à 90 degrés, un passage à l'arrière, parce qu'on ne voit pas l'arrière malheureusement, mais un passage à l'arrière pour faire sortir vos câbles, hein, pour que ça soit quand même un peu pratique. Le seul point négatif de ce boîtier, c'est son prix, parce qu'il va coûter tout de même 270 €. Et là, alors oui, il y a des trucs sympas et tout, des petits trucs atypiques, mais à 270 €, ça fait quand même un peu mal. Heureusement pour ce prix-là, on a quand même 3 ventilateurs de fournis, 3 ventilateurs de 140 mm. Mais 270 €, c'est quand même très cher pour un boîtier qui est format classique, compatibilité assez classique, et juste cette rotation à 90 degrés de la carte mère qui est atypique. Donc disponible au 31 du mois d'août, visiblement. Ok, why not? En vrai, j'aime bien, je trouve qu'il est sobre, mais je trouve qu'il est juste trop cher. Vraiment trop cher. Par contre, il a une bonne petite bouille et j'aime bien l'idée d'avoir le visu sur cette partie supérieure. Alors par contre, ça vous obligera à bien ranger vos câbles, mais je trouve ça sympa d'avoir le visuel souvent. Souvent, on cache cette partie supérieure qui est réservée aux câbles. Encore une fois, il faudra faire du bon câble management. Deuxième boîtier, là aussi, on est sur un prix élevé, malheureusement. On est chez Antec avec le Dark Cube qui est un reverse micro ATX. Alors, reverse ça veut dire qu'on a un montage à l'envers, micro ATX c'est le format.
On a un prix élevé, 199 €. À noter qu'en plus, pour ce prix, contrairement au Silverstone d'avant, on n'a pas de ventilateur fourni. Voilà, donc 199 € sans ventilateur, c'est quand même un chouïa cher. Un design pour le coup très travaillé, vraiment très travaillé. Le petit point très atypique de ce boîtier, au-delà qu'il soit reverse, c'est qu'on peut retirer, on peut extraire tout le châssis du boîtier pour faire son installation, donc avoir une installation, un montage bien plus simple, vu qu'on peut tout retirer et du coup tout devient accessible. J'aime beaucoup le design, honnêtement je trouve vraiment vraiment beau. Il est aussi très très lourd, parce qu'on est sur du micro ATX, mais il pèse 10 kg, hein, donc voilà, matériaux nobles, on a du verre trempé, tout ça, ça pèse lourd forcément. Le seul petit point noir, au-delà du prix qui est quand même un point noir, c'est on a du verre trempé pour voir l'intérieur, parce qu'on adore voir l'intérieur de nos PC, mais on n'a pas la visu sur la carte graphique, qui est quand même souvent un des éléments les plus mis en valeur dans un PC, hein. Souvent c'est le processeur et la carte graphique qui sont le plus mis en valeur, et là la carte graphique sera un peu cachée, voire totalement cachée, et ça c'est un peu triste. On aime bien quand on a du verre trempé tout voir, c'est le but, et là ce sera pas le cas. Autre petit point intéressant, et c'est aussi là qu'on essaye de justifier un peu le prix des 199 €, vous voyez que vous avez une façade en mèche ici, mais vous avez aussi, avec, fourni par contre, une façade en verre trempé si vous préférez le verre trempé aux mèches. Ça, c'est votre choix, c'est vos goûts, et personne ne sera là pour juger. Un design vraiment stylé. En vrai, j'aime beaucoup le design. C'est un bon boîtier, il répond bien aux attentes. Il est un peu cher. Oui, 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 vraiment. 199 € pour un micro ATX, c'est un peu cher. Mais on est dans du segment ultra haut de gamme avec effectivement comme un rack que vous enlevez pour accéder à l'intérieur et pouvoir monter tranquillement sans galérer votre boîtier. Et ça, c'est quand même sacrément cool pour les gens qui montent les PC. Après, en général, on le monte qu'une fois le PC, donc à vous de voir. Mais en termes de design, en vrai, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il claque. Il claque et il mérite d'être mis en évidence sur un bureau et que tout le monde le voit. Surtout quand vous le payez 199 €. Mais 10 kilos, hein, quand même. 10 kilos, c'est lourd. On continue avec du SSD et Western Digital qui revient, mais là, meilleure news que la première dont on a parlé, parce qu'on est sur une réduc disponible sur Amazon, avec du coup le SN 750 de 500 Go qui passe à 80 € et des poussières, habituellement à 166 €, ce qui est très très cher en vrai. Là, il passe à 80 € et des poussières avec le radiateur, ici le radiateur EK, on adore EK, et vous pouvez l'avoir un peu moins cher, 5 € de moins je crois, sans le radiateur, à vous de choisir. 80 € pour 500 Go, ça peut paraître un peu cher, mais on est sur du très très bon débit pour du PCI Express 3.0, on atteint les plus de 3000 ms, 3400 et des poussières en débit sur ce SSD, donc on est vraiment sur le top des débits qu'on peut avoir sur des SSD PCI Express 3.0. C'est là qu'on justifie le prix. Très performant. Ce sera qualitatif, hein, Western Digital. En termes de qualité, ça va. En termes de sécurité, on a vu qu'il y avait peut-être des problèmes, mais en termes de qualité, ça va. Petite promo, on a eu pas mal de promos SSD en ce moment, grâce aux Prime Days aussi. Donc toujours et encore des très bons prix sur les SSD. Si vous avez besoin d'en acheter, foncez. Pas dit que ça tienne, encore une fois, le Chia menace. Donc faites attention et ne tardez pas trop si vous avez besoin de support de stockage. Possible que ça monte. On passe rapidement, très rapidement en plus, sur un écran. Cet écran qu'on a revu hier, qu'on avait déjà vu il y a pas mal de temps, écran Asus ROG, 4K, 144 Hz, 43 pouces, HDMI 2.1, écran ultime pour les consoles nouvelle génération. Bien sûr, on a vu hier que Microsoft avait décidé de relancer son Design for Xbox avec du coup des écrans dont le nom comportait la mention Design for Xbox, et ça c'est pas mal, au moins pour les gens qui savent pas, ça rassure. Après, vous savez bien, on le paye en général assez cher, et du coup Asus a décidé
de décliner ce modèle dans une deuxième version qui est celle Design for Xbox. Qu'est-ce qui change? Absolument rien à part la couleur. Donc on l'a en blanc, voilà, parce que aucune raison d'ailleurs, parce que la Xbox Series X est noire. Si vous avez une Xbox Series S, elle est blanche, mais elle ne sort pas de 4K, donc c'est dommage. Euh, et voilà, on est sur un prix classique de 1400 $. Bizarrement, le même prix que l'écran Philips, qui est plus grand et tout aussi performant en termes de caractéristiques. Mais bon, Asus ROG, on sait, hein, ça se paye. Donc si vous êtes à la recherche d'un écran ultime pour votre console dernière génération de chez Microsoft, donc la Xbox Series X plutôt, voilà, vous avez ce Asus ROG qui coûtera cher, hein. De toute façon, Asus ROG, en général, c'est pas vraiment donné, malheureusement. Moi, j'avoue que la couleur de mon écran, c'est pas le truc qui m'importe le plus. Après, chacun, il faut tout pour faire un monde, chacun verra midi à sa porte, et si vous voulez absolument un écran blanc, il sera là, disponible à partir de octobre 2021. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour les gens qui aiment les full setup blancs, encore une fois, il en faut pour tous les goûts, et c'est la diversité qu'on aime. On va rapidement parler du FSR et Xbox, ou du moins Microsoft, qui a l'air de bien pousser pour que ça soit plus rapidement possible intégré aux jeux nouvelle génération pour les consoles, en ajoutant du coup le FSR dans le Game Development Kit for Xbox. Quel est le but? Le but, il est d'aller le plus vite possible, de permettre le plus rapidement possible aux développeurs de jeux vidéo d'intégrer ces technologies à leurs nouveaux jeux vidéo. Et on en a envie, on en a besoin. Ça permettrait, pourquoi pas, d'aller chercher du coup ces fameux 120 images par seconde que tout le monde attend avec impatience en 4K sur ces consoles next-gen. On sait que c'est encore plus ou moins facile, hein, suivant les jeux. Peut-être que là, on pourrait y arriver de façon stable, au détriment un petit peu de la qualité. On sait que le FSR, voilà, vous baisse un peu la qualité pour avoir une fluidité accrue. Mais il pousse et c'est pas étonnant parce que on a envie de le voir débarquer. Tous les possesseurs de consoles next-gen, d'ailleurs que ce soit Xbox ou PlayStation, ont envie d'avoir ces choix supplémentaires en termes de graphisme. Et encore une fois, c'est du réglage. Donc si vous ne le voulez pas, vous le désactivez. Si vous le voulez, vous choisissez votre profil du plus fluide au plus beau. Et c'est que du plus pour l'utilisateur, donc c'est pas étonnant qu'il pousse. Et nous, en vrai, ça nous régale parce qu'on a vraiment hâte. On a vu Dota 2 qui rend compatible. Vraiment, c'est quelque chose qui devrait arriver très très rapidement. Et, euh, et on a hâte de pouvoir tester, notamment avec pas forcément tout le matériel AMD qui est vraiment optimisé pour, surtout le matériel dernière génération AMD. Donc plus avec quelque chose qui n'est pas spécialement optimisé pour et voir ce que ça rend. Et là, on a une vraie idée du potentiel de cette tech. On finit rapidement avec les cartes graphiques. D'abord, une 3080 qui a été disponible. Alors, prix raisonnable. Je ne sais pas si on peut dire raisonnable, mais moins indécent déjà. Moins indécent, c'est plus correct que raisonnable. Du coup, une 3080 de chez MSI à seulement 1430 €. Oui, non, peut-être, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Notez tout de même que c'est moins cher que toutes les 3080 qu'on a vues disponibles ces derniers temps. Donc c'est déjà un début. Après, ça reste cher, oui, clairement. Petite comparaison, la 3080 Ti, qui est du coup le modèle légèrement supérieur à la 3080, a un prix de Founders Edition à 1200 €. Là, on est quand même largement au-dessus, sachant qu'on est la gamme légèrement en dessous. Encore une fois, c'est à vous de voir, suivant votre budget et votre envie. Ça reste très cher pour une carte graphique, je le conçois et je suis tout à fait d'accord. Mais à l'heure actuelle, c'est pas si cher que ça par rapport au prix du marché. À noter que les prix des cartes graphiques descendent lentement, lentement, donc il faudra attendre un petit peu, un tout petit peu, avant d'avoir des prix corrects. Euh, mais c'est déjà du mieux. On finit du coup avec les prix et les stocks. Oh, on a des 1660 qui ont débarqué, incroyable, on n'est plus sur des 6700 XT à quasiment 900 € comme carte
gaming les moins chers, on a des 1660 Super, des 1660 Ti, des 1660 tout court, à partir de 440 euros, ce qui reste très très cher, hein. Clairement, une 1660 Super à 440 euros, c'est très cher. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Pas vraiment en plus, hein, parce qu'on était déjà peut-être 450 euros avant les moins chers, mais ça reste toujours trop cher. La 1660 Ti à 500, what the fuck, clairement. La 1660 tout court à 500, là encore plus, what the fuck, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ne faites pas ça. Comment ça, la TI, elle est au même prix que la normale à LED? Euh, Voilà, et on a une autre 1660. Visiblement, Gigabyte qui a décidé de pas trop baisser leur prix pour l'instant sur les 1660, eux. Donc la 1660 Super qui est à 550. Encore une fois, la TI est plus performante que la Super. Alors la Super est plus récente, mais la TI est plus performante. Donc un peu étrange d'avoir cette carte qui est plus chère que celle-là. Mais bon, ça c'est... Parfois il y a des trucs, on ne comprend pas. On a aussi une 2060 à 600 euros. Aïe aïe aïe, Gigabyte, va falloir descendre les prix, hein. Une 3060 à 730 euros. Là aussi, c'est bien trop cher, malheureusement, mais un petit peu moins cher que ces derniers temps. Effectivement, l'offre et la demande, hein. Et après, on passe au 6700 XT à partir de 870. On peut aller cher, hein. On a celle-là. Celle-là, c'est la plus chère des 6700 XT. On l'a depuis longtemps et encore, elle est moins chère que elle l'a été. Elle est actuellement à 1050 euros. Elle a été jusqu'à 1250. Mais on a aussi des 3070, des 3080, 3070 à partir de 980 euros, 3080 à partir, oh, 3080 à partir de 1369, donc encore moins cher que celle qu'on a vue avant de chez MSI. D'autres 3080 à moins de 1400 euros. Après, on a celles qui sont au-dessus des 1400 euros, ces deux-là principalement. Celle-là, 1600, mais parce qu'elle est Asus Gundam, donc un peu particulier, un peu des éditions spéciales. Et après, 3080 Ti à partir de 1680, celle-là on la connaît bien. 6900 XT à partir de 1770, celle-là aussi on la connaît bien, la Saphir Nitro Plus. Et après, vous pouvez toujours trouver plus cher, forcément, surtout si vous voulez une 3090. 3090, toujours la même. La FGA hybride, donc avec un blower, à 2280. Si vous voulez payer toujours plus cher, il y en a toujours des plus chers, hein. Regardez, on va jusqu'à 2900 pour encore une Gundam, une Asus Gundam 3090. Est-ce qu'il y a un intérêt à payer aussi cher cette carte? Absolument pas, sauf si vous êtes ultra fan Gundam. Et dans ces cas-là, peut-être que vous y trouverez de l'intérêt. Mais en termes de performance, absolument pas. Absolument pas. En tout cas, des prix qui baissent petit à petit, et ça fait déjà plaisir. J'espère qu'on verra d'ici pas trop longtemps des prix corrects, mais il faudra attendre un peu une prod quand même accrue. Il en faut toujours plus parce que la demande ne s'épuise pas pour l'instant, surtout pour les cartes Nvidia qui sont plus plébiscitées par les gens que les cartes AMD. Pourtant, les cartes AMD sont aussi très performantes, hein. Peut-être pas dans exactement tous les secteurs, mais aussi très performantes. Le petit problème des cartes AMD, c'est que l'entrée de gamme, c'est la 6700 XT qui coûte quasiment 900 euros et c'est très cher. Voilà, ça conclut notre dernier point actu hardware du jour. Dernier point actu hardware de la semaine, pardon, je perds mes mots. Euh, J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ce point actu hardware. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours pour m'aider à progresser. Et je vous donne rendez-vous lundi pour la suite de l'actualité hardware. Oui, la semaine prochaine, on aura encore de l'actualité hardware. On verra ensuite pour l'été si je maintiens ou pas le truc. Il y a peu de chances que je le maintienne exactement pareil, mais on verra. Je vais y réfléchir, on va en discuter, on verra tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé et à lundi pour la suite.